Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse particulière. C'est notre bulle de sagesse qui s'intitule Nos héros de sagesse avec Pierre Lunel. Bonjour Pierre. Bonjour Myriam. Alors Pierre Lunel, tu es un écrivain éclectique. Tu as écrit plus de 70 livres si je ne me trompe pas. C'est ça. Épris de sagesse, et tu as écrit sur de nombreuses personnalités que tu as côtoyées. L'abbé Pierre, sœur Emmanuelle, Ama, dont tu es venu nous parler déjà dans cette émission, et ainsi que le père Pedro. Et alors, dans cette collection Nos héros de sagesse, tu nous présentes ces différentes personnalités mythiques, j'allais dire, que tu as rencontrées, et tu nous parles de leur vie, tu nous partages des anecdotes que tu as vécues auprès d'eux. Aujourd'hui, tu viens nous présenter quelqu'un qui te tient vraiment à cœur. Il s'agit de Gaudi. Alors, pourquoi Gaudi et pourquoi il te tient tant à cœur? Déjà parce que tu vis une grande partie de ta vie à Barcelone. Et donc, pour situer Gaudi, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est le créateur de cette magnifique basilique, la Sagrada Familia, que l'on peut visiter à Barcelone et qui est assez spectaculaire et grandiose. Donc voilà, c'est l'œuvre de sa vie. Et toi, tu as écrit d'ailleurs le roman de Barcelone, donc avec ses rois maudits, ses aventuriers, ses génies. Voilà, tu nous racontes un peu toute l'histoire de cette ville fabuleuse. Les 2000 ans oui. de l'histoire de Barcelone, de la voir naître toute petite dans un petit berceau et puis de la voir grandir avec des personnages ébouriffants. Oui. Pendant 2000 ans. Ça a été un grand plaisir d'écrire ça. Et voilà, et donc tu évoques un peu on en connaît des personnalités, hein. Il y en a plusieurs qui sont assez connues, d'autres inconnues. Et chaque chapitre, tu nous révèles une partie de son histoire. Exactement. Et tu as écrit ce livre pour l'occasion effectivement du centenaire de Gaudi. Exactement, parce que 100 ans, c'est pas tous les ans. Et par conséquent, il faut en profiter. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, vois-tu, c'est que le centenaire de Gaudi, qui est déjà un vénérable de l'Église, c'est-à-dire le premier pas avant d'être béatifié, avant de devenir saint, coïncide, cette année en 2026, avec les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. Ah ouais. Donc, c'est une occurrence, une surprise que de voir à 800 ans de distance ces deux personnages très différents, mais animés d'une foi inimaginable, se rencontrer Ah oui. dans une sorte de double célébration comme un hymne au divin. Oui, on en parlera tout à l'heure et peut-être que justement leur point commun, c'est cet amour de la nature aussi. Alors, une passion de la nature pour l'un et pour l'autre, ils en étaient, je crois, habités, Oui. littéralement, corps, esprit et âme. Ah oui. Alors dans ton livre, il y a des séquences, comme tu l'as construit un peu comme un film. Et donc une des dernières séquences, tu as mis Gaudi, la folie Gaudi. Tu as intitulé la séquence 26 dans ton livre, La folie Gaudi. Et alors tu nous interroges, est-ce que c'est le futur saint patron de Barcelone? Ben, oui, c'est possible qu'il y ait après la Sainte Eulalie une vierge martyre des premiers temps du christianisme dont la vie est très oubliée et très improbable. Eh bien, après Sainte Eulalie, il y ait un saint masculin à Barcelone. Je ne sais pas si serait le saint patron, mais enfin, il pourrait l'être. Il s'agit d'Antoni Gaudi. Alors, ça pose la question de savoir si un génie, et il est incontestablement un génie universel, un génie de l'art, peut être en même temps un saint. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas du tout d'impossibilité à être les deux, puisque sa vie fut une vie en même temps héroïque, son humilité était proverbiale, sa pauvreté, le don de lui-même à une œuvre de prière, à un hymne
au divin. Tout ça, évidemment, rajouter d'ailleurs des miracles, des conversions surprenantes et inhabituelles qui se sont déroulées dans la Sagrada Familia, des guérisons même inexpliquées. Enfin, tout ça permet de nourrir un dossier en béatification et il est toujours en cours. Mais 8 jours avant de mourir, le pape François en avait fait déjà sur le fruit d'un dossier qui fait plus de 1400 pages, en avait fait un vénérable de l'Église, ce qui est le premier pas avant la béatification. Et le pape Léon XIV, va venir le 10 juin, date anniversaire de la mort de Gaudi, puisqu'il est mort un 10 juin 1926. Le pape Léon XIV va venir célébrer la messe anniversaire dans la Sagrada Familia, qui sera pour cette occasion achevée. Ah oui. Dans ton livre, effectivement, tu parles de la folie Gaudi parce que tu dis que même en Espagne, à son époque, il passait pour un fou, un illuminé, on dirait aujourd'hui, un halluciné, toi, tu écris. Et tu le présentes effectivement comme quelqu'un qui a été d'abord incompris de son vivant, mais qui aujourd'hui, ben voilà, son génie s'est révélé comme beaucoup Oui, de personnalités après sa mort. oui. Et tu dis que c'est un mystique qui aurait pu être prêtre ou moine s'il n'avait pas été architecte. Probablement, probablement, mais c'était pas son chemin ni sa vocation. Alors tu dis illuminé, oui, ben, dans le bon sens du terme. Oui, Non pas illuminé comme fou furieux, mais illuminé comme habité de lumière. oui, Et de ce point de vue, c'est vrai que plus tu regardes ses œuvres, que ce soit ouais, la Sagrada Familia ou les très nombreuses œuvres qu'il laisse, il est évident que l'homme était illuminé, c'est-à-dire était baigné de lumière. ah oui, Incompris, oui, incompris parce que comme tous les génies, il y a des choses qui échappent et des choses qui choquent. Il est évident qu'il est très difficile à qualifier, il est inqualifiable. Alors on l'a qualifié de moderniste parce que il a œuvré à l'époque dite moderniste, mais il est ailleurs, il est différent. Si on regarde les grandes œuvres modernistes de l'époque, et il avait des concurrents architectes, il y avait Puig Cadafalch, Domènech Montaner, etc. Ces gens-là ont laissé des œuvres modernistes. Gaudi a laissé du Gaudi. Et ça ne ressemble à rien d'autre oui, que l'inspiration qu'il nourrit en lui et qui lui vient de cette inspiration, de cette communion avec à la fois la nature, son imagination, sa foi, et puis son génie artistique, ses visions. Bon, ce qui fait de lui un homme inclassable. Il était à l'époque évidemment pas aussi apprécié que beaucoup d'autres. En fin de compte, c'est les surréalistes qui ont fait sa gloire, les premiers. Euh, et les surréalistes, et Dali en particulier, qui a adoré les courbes et le côté un petit peu fou, quoi, de cette luxuriance de Gaudi. D'ailleurs, euh, Gaudi aurait très peu apprécié Dali. Il était, en tant que personnalité, à l'opposé absolu de Salvador Dali. Le Corbusier a été le premier en tant qu'architecte à reconnaître en lui vraiment un génie. Et puis après, il faut bien se rendre à l'évidence, quand tu es devant les créations civiles, les palais qu'il a construits à Barcelone, les églises, la Sagrada Familia, le Parc Güell, bon, on est bien obligé aujourd'hui de se rendre à l'évidence, oui, c'est un génie comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange, c'est-à-dire ce sont des gens hors du temps, ce sont des gens comme Mozart. Les notes, dit-on, venaient directement du ciel à Mozart. Elles lui tombaient sur les touches de piano. Il faisait pas de copie. Bon, ben, je crois que Gaudi, c'est pareil. Les visions lui venaient d'ailleurs, lui venaient du ciel. Il dessinait peu,
il avait tout dans la tête, les plans lui venaient, euh, voilà. Ah oui. Euh, Eh ben, et il se laissait guider. oui. Comme tous les génies, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de limite. Ils se laissent simplement guider, guidés par ce qu'on peut appeler l'inspiration, la foi, la vision, l'âme et une connexion avec l'universel. Voilà, cet homme était connecté avec l'infini, avec l'universel. Ah oui. Eh bien, merci Pierre. On va faire une première pause musicale et nous retrouver tout de suite après pour que tu nous racontes qui était ce fabuleux architecte Gaudi. À tout de suite. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, spéciale Nos héros de sagesse avec Pierre Lunel. Donc Pierre Lunel aujourd'hui nous raconte Gaudi à l'occasion du centenaire de Gaudi cette année. Et donc Gaudi, le célèbre architecte qui est notamment créateur de la superbe Sagrada Familia à Barcelone. Voilà, donc tu nous parlais de son génie, nous présenter un petit peu qui était-il. Et maintenant, on va rentrer un peu dans sa vie à Gaudi. Et donc, dans ton livre, le roman de Barcelone, hein, je rappelle, à la séquence 26, tu nous parles de Gaudi déjà. Et on a parlé de cet aspect que la nature est sa maîtresse. Et tu nous disais que Gaudi se laissait guider par ses intuitions, par ses images qui lui venaient d'ailleurs, du ciel probablement. Et voilà, donc on va replonger dans la vie de Gaudi. Et tu nous as écrit, tu nous as dit dans ton livre que Gaudi vient d'une famille de chaudronniers de père en fils. Alors ça, j'ai trouvé ça Oui, incroyable. il est d'une origine extrêmement modeste. Il n'est même pas de Barcelone. Il est d'une ville aujourd'hui importante qui s'appelle Reus, vers Tarragone, donc plus au sud. Il est catalan et il naît dans cette famille de chaudronniers de père en fils. Il ne ressemble pas du tout au papa. Le papa est quelqu'un, Francesc, ce qui veut dire François, traduit par François. Francesc est très vital, très bon vivant. Il fume des cigares de Havane, il se baigne dans l'eau froide, hiver comme été, au bord de la mer. Il est ce qu'on appelle un grand vivant. Et ils ont fait, avec son épouse, 5 enfants, avec Antonina Cornet, puisque en Catalogne, on porte à la fois le nom du papa et de la maman. Donc c'est Antoni Gaudi i Cornet, comme la mère. Et ils ont eu 5 enfants, mais à l'époque on mourait en bas âge, donc il n'y en a que 3 qui ont survécu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans les 3, le petit dernier, donc Antoni, notre Antoni Gaudi, est le plus malingre et le plus fragile, au point que quand il est tout petit, à 1 an, où le médecin dit à la maman, ben, vous savez, je ne sais pas très bien s'il va survivre longtemps, hein. Bon, alors il a tout fait pour démentir cette prédiction médicale, puisque finalement il a vécu relativement vieux pour son époque, et d'ailleurs en assez bonne santé. Il est mort à quel Et âge? il grandit dans un milieu qui est un milieu sauvage, un milieu de la nature. Il est assez taiseux, il est secret. C'est pas du tout un enfant exubérant. C'est pas un enfant, c'est pas un chef de bande, hein. Au contraire, il est presque, je dirais, un jeune vieux quand il est petit. Et il court la nature avec 2 de ses copains. Et un jour, adolescent, il va tomber, c'est une révélation pour lui, devant les ruines du monastère de Poblet, qui n'est pas loin de Reus. Et le monastère de Poblet, c'est le sanctuaire des rois d'Aragon et de Catalogne. Et en 1835, il y a eu, il n'était pas encore né, en 1835, il y a eu une révolte populaire, parce que c'était déjà le temps des fabriques, des usines, et de temps à autre, ma foi, les ouvriers se révoltaient, ils ont fait brûler beaucoup d'églises, et le monastère de Poblet y est passé aussi. Donc, les sarcophages des rois ont été pillés, enfin, ça a été comme sous la Révolution française. Il en a été très ému,
Et avec son copain, ils étaient ados, ils ont écrit ce qui s'appelle le manuscrit de Poblet, qui était une sorte d'hymne à la reconstruction de ce monastère qui ne devait pas mourir. Et en même temps, pour faire le portrait de l'enfant et de l'adolescent, Anthony est un garçon très observateur. Il connaît et il observe la nature d'une manière presque infinitésimale. C'est-à-dire qu'il regarde les ailes des papillons, il regarde le brin d'herbe, il regarde... Et il enregistre tout avec une mémoire d'éléphant. Il n'a pas seulement une mémoire visuelle pour les choses et pour les objets ou les animaux, il a aussi une mémoire visuelle même pour les mots. On raconte que dans son enfance, il n'était pas très bon élève. C'était un surdoué, en fait. Oui, Donc, il ne rentrait pas dans les cadres dans de les l'école cases. classique. Oui. En revanche, vous lui donniez un paragraphe de 10 lignes, il le lisait une fois, puis il vous le ressortait par cœur, Ah d'un oui. coup. C'est- Sa mémoire était prodigieuse et déjà, quand il est adolescent, sa fusion avec la nature, elle est totale. Et on peut dire que l'amour qu'il a de l'environnement est un amour du vivant. C'est-à-dire que tout vit, vibre et tout est mouvant autour de lui. Et on comprend mieux, après, dans ses constructions, à quel point tout semble vivant, vibrant et mouvant. Ah ouais. C'est quelque chose qui est absolument frappant. Alors, il fera des études d'architecture classique, oui, d'accord, mais il n'est pas du tout, à l'époque, vraiment un étudiant qui promet. D'ailleurs, à la fin, quand on lui donne le diplôme, le directeur de l'école d'architecture de Barcelone dira, bon, on vient de donner le diplôme à un fou ou à un génie. L'histoire nous le dira. Ah oui, bah oui. Eh ben, Voilà, l'histoire nous l'a de dit. suspension. Hein, Voilà, l'histoire nous l'a dit, effectivement. voilà, voilà. Eh oui. Voilà. C'est dire que on n'a pas du tout affaire à une sorte de génie en herbe. On voit bien qu'il est différent. Oui. On voit bien que ses qualités d'apprentissage ne sont pas celles de l'école classique. Il est dans l'école buissonnière, mais l'école buissonnière de l'approfondissement et de la vision. Ah oui, oui. Voilà comment il est à 20 ans. C'est déjà un visionnaire. C'est déjà un visionnaire. Alors, une personnalité pareille, évidemment, tu vois, ça n'a pas beaucoup. Enfin, les relations sociales ne sont pas simples avec Gaudi. Il est pas, il a pas le sens du contact avec les gens. C'est pas un rigolard. C'est pas un Oui. festif. Tu le On ne décris lui comme connaît un... pas jeune homme. On lui connaît Oui. pas d'aventure avec des demoiselles. Il ne, il a plutôt même, il est craintif. Il est timide, il est introverti. Oui. Tu Frère, dirais son taciturne? père, qu'il aimait beaucoup, Francesque, était le portrait du père, c'est-à-dire un bon vivant, un doué à l'école. Il était presque déjà prof de médecine après avoir fait des études. Lorsqu'il va mourir, alors que Gaudi a 23 ans, ben, le frère aîné meurt d'une maladie subite, et ce sera la première tragédie de la famille Gaudi. Ah oui. Et oui, effectivement, tu le décris comme quelqu'un de taciturne, qui ressemble pas aux autres, et tu le dis il désarçonne les adultes et en même temps, il les fascine. Voilà, c'est... Oui, parce qu'alors en même temps, il a une époque entre 23 et 32 ans, il a une décennie où il voudrait, manifestement, il voudrait réussir, il voudrait rentrer dans la société, comme on dit, dans la bonne société de Barcelone. Dieu sait s'il y en avait à cette époque-là. Et pour ça, il s'habille en dandy. Il porte le dernier melon, dernier cri de la meilleure fabrique de chapeaux de Barcelone. Il s'habille avec vraiment des choses très jolies, des vêtements de bonne coupe. Alors simplement, il ne porte pas de chaussettes. C'est la seule originalité parce que il avait de l'arthrose aux pieds et il disait que les chaussettes augmentaient son arthrose. Ah oui. Ah tiens. Ce qui en faisait déjà quand même un dandy singulier. Ah oui. Eh bien, je te propose une deuxième pause musicale, Pierre, et nous allons t'écouter tout de suite après pour la suite de la vie de Antoni Gaudí.
Je m'aperçois que je n'avais même pas dit son prénom. Effectivement, c'est Anthony. Anthony. Donc, oui, à tout de suite. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec Pierre Lunel dans la collection Nos héros de sagesse. Il nous parle aujourd'hui d'Antoni Gaudí à l'occasion de son centenaire et de la publication de son livre Le roman de Barcelone. Alors juste avant la pause, Pierre, tu nous présentais qui était Antoni Gaudí, enfant. Quel enfant était-il? On retiendra, et quel adolescent aussi. Donc un enfant émerveillé déjà par la nature, qui vibre, qui baigne avec la nature, qui n'est pas forcément très scolaire, qui est très secret, peut-être un peu taciturne. Tu le décris même comme crépusculaire. Et en réalité, dans ton livre, tu expliques que derrière cette carapace, il y a déjà chez cet adolescent et chez cet enfant une vie intérieure intense et profonde. Il est dans son monde et tu dis qu'il faut le fréquenter assidûment pour percer les secrets sous le silence pour l'approcher. Voilà, donc tu parles aussi de sa fascination pour la mer et qu'il la contemple en silence. Voilà, donc est-ce que tu peux nous... Oui, je ne renie pas ce que j'ai écrit, c'est bien ça. Il est immergé en lui-même, ce qui n'est pas du tout une fermeture, parce que cette immersion lui permet d'aller très loin et très haut et très profond. Et évidemment, ça ne crée pas des facilités sociales. Il aura une vie difficile sur le plan humain. Il faut le souligner. On pense que ces génies ont des vies d'émerveillement permanent, de joie. Oui, surtout vers la fin de sa vie, il a été un homme heureux et un vieillard heureux, mais dans la jeunesse, il a vraiment quand même souffert, d'abord familialement. Sa famille est marquée quand même par le destin. Son frère aîné meurt alors que lui-même, Anthony, a 23 ans. C'est un énorme chagrin, il admirait beaucoup son frère. Et puis, il a une sœur, Rosa, qui est mariée à un alcoolique violent. C'est quelque chose d'horrible pour lui. Et d'ailleurs, elle mourra elle mourra sous les coups de son mari. Et Anthony recueillera la petite fille qu'ils ont eue, Rosita. Et quand la maman Gaudi mourra, il prendra avec lui, pour vivre avec lui, son vieux papa, qui mourra d'ailleurs très vieux, à 94 ans, ce qui vraiment à l'époque est un record, c'est Mathusalem, quoi. Et la petite Rosita qu'il gardera jusqu'à sa mort, elle est morte, elle, prématurément, de phtisie à 33 ou 34 ans. Et il vivra donc très intimement avec ce morceau de famille qui lui reste et auquel il est attaché, parce que après, sur le plan sentimental, il faut bien dire que c'est un désastre. Une première fois, il est en train de faire une œuvre magnifique à Mataro. Il est logé dans une famille, les Roméo, et il tombe amoureux d'une fille merveilleuse qui est surnommée Pépita, et il conçoit vraiment, il tombe amoureux fou de cette fille, mais qui est une fille, une sorte de femme fatale, qui est adulée par tous les jeunes gens de l'époque, elle est sportive, elle est magnifique et tout ça, elle ne le regarde même pas. Donc, il en concevra vraiment une amertume et une douleur profonde, d'autant plus que quelques années plus tard, il fera la rencontre d'une jeune fille très bien, catholique comme lui, et qui vraiment était prise de lui. Le mariage va se faire, les parents sont d'accord, de la fille sont d'accord, et elle est tellement catholique, elle a tellement la foi que quelques jours avant le mariage, elle lui dit qu'elle préfère rentrer en religion. Donc elle devient nonne. Ce qui fait vraiment, à partir de là, le deuxième coup qui lui sera fatal sur le plan des relations féminines. À partir de là, on peut dire que Gaudi entre en célibat. Et il a à peine 35-36 ans.
ce sera terminé. Il ne fréquentera plus de femmes, il vivra une vie avec son père et avec sa nièce. Et il a peu d'amis aussi, il faut bien voir ça. Et c'est là où la grâce, la chance euh, font que il va rencontrer celui qui va être sans aucun doute son meilleur ami, en même temps que son mécène. Il s'appelle Eusébie Gouey, un nom que tous les gens qui vont à Barcelone connaissent par cœur, puisqu'il y a un parc du même nom qui s'appelle le parc Güell, et il y a un palais du même nom qui s'appelle le Palau Güell, sur la Rambla de Barcelone. Et c'est une amitié improbable parce que Güell est un milliardaire. Güell est le fils de ce qu'on appelait les Indians, c'est-à-dire ces hommes d'affaires qui partaient à Cuba et dans les îles Caraïbes faire une fortune, il faut bien le dire, bien mal gagnée souvent sur le dos des esclaves, par le trafic d'esclaves. Enfin bref, ils revenaient très fortunés, mais en même temps, ils avaient l'intelligence d'investir leur fortune dans l'industrie et dans les fabriques, et en particulier textiles. Et c'est la raison pour laquelle Barcelone est devenue le pôle mondial de l'industrie textile, comme Manchester en Angleterre. Et ces Indians étaient richissimes, Eusébie Gouey est l'un d'eux. Il est amoureux d'art et il rencontre Gaudi, et c'est le début d'une amitié, mais d'une amitié qui va au-delà de celle du mécène avec le génie, qui est une véritable amitié fidèle. Oui. Mais entre-temps, je ne sais pas si c'est avant ou si tu expliques aussi que Barcelone étant en pleine effervescence et ça construit de partout, et quand Antoni Gaudí s'est retrouvé architecte, c'est là qu'il a pu déjà dévoiler son talent. Il a Oui, commencé... parce il a beaucoup de commandes. Au début, il s'est intéressé à tout. C'est un homme qui est très proche des ouvriers, très proche des artisans. Il adore aussi bien la céramique que le bois, que la pierre, que le fer. Il va faire des candélabres, il va mettre des candélabres dans les places de Barcelone. Même les poignées des portes des boutiques et des pharmacies, il fera. Ah ouais, Il fera des vitrines, il fera de ouais. tout, des meubles à foison, des ascenseurs, des sièges, des bancs, de tout ce qu'on veut. Et il touche à tout véritablement. Et à toutes les Et matières. il y a beaucoup Oui. de commandes aussi bien privées que publiques. La Sagrada Familia, au début, il y est tombé par hasard. Elle avait été inaugurée déjà avec un architecte un peu âgé. Et quand on a vu que la Sagrada mettrait sans doute de nombreuses décennies pour être bâtie, c'est l'architecte âgé lui-même qui a dit je déclare forfait, il faut prendre un jeune. Et c'est la raison pour laquelle un très illustre architecte de Barcelone, Martorell, a conseillé de prendre Gaudi, qui avait à l'époque 30 ans. Et en 1983, voilà Gaudi qui est nommé architecte en chef de la Sagrada Familia. Voilà Ah oui. comment ça a Ah oui. commencé. Voilà. Alors, avant de faire notre troisième pause musicale, eh bien, je voulais résumer un peu ce que tu viens de nous partager sur Gaudi. Donc voilà, un architecte prometteur qui, avait entre 25 et 30 ans, commence à faire de tout et à toucher à tout. C'est important de dire qu'il est passionné et par toutes les matières, parce que on va retrouver ça à l'intérieur après de la Sagrada Familia, cette soif de toucher à tout, de mélanger tout, toutes les matières, toutes les formes. Et alors tu as dit aussi, quand il travaille, l'introverti devient exubérant. Je trouve ça fabuleux, cette petite phrase qui résume un peu sa vie personnelle complètement et sa vie de créateur, d'artiste, qui sont comme... c'est incroyable, quoi. Je dirais Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais dans le bon Oui, sens. eh ben, peut-être que c'est le prix à payer que d'être coupé socialement pour être pleinement et entièrement immergé
au sein de la création. Et la création, quand on voit Antoni Gaudi, c'est pas simplement faire des dessins ou imaginer des formes, c'est également y mettre de l'âme Ah oui. et de la vie. Et ce qui est le plus frappant quand on regarde la façade de la Nativité, qui est la seule façade qu'il ait faite, eh bien, on est surpris de voir les sculptures, par exemple, qui sont incroyablement vivantes. Et sais-tu pourquoi elles sont incroyablement vivantes? C'est parce que il voulait tellement que ce soit la traduction charnelle, la traduction mouvante, vibrante, qu'il demandait à ses sculpteurs de prendre des appareils photo, il y en avait vers 1900, ça a commencé, et de photographier les gens de la rue. Et il transformait telle bonne femme qui faisait en Sainte Vierge. Il transformait une trogne qui lui semblait bien en Saint Joseph. Et ainsi de Ah oui, suite. ah oui, Même les anges oui, portaient les visages des gens de la rue. ah oui, C'était quelque chose d'ahurissant, sa manière qu'il avait oui, d'insuffler de la ah vie. oui, 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 c'est un démiurge. oui, Il insufflait de la vie même dans la pierre, oui, même dans le oui. bois. Effectivement, quand on contemple les façades de la Sagrada Familia, on voit ces sculptures. C'est vrai que c'est très étonnant. Il explique d'ailleurs que ce sont des personnes vivantes qui ont inspiré chacune des statues. Et même d'ailleurs les animaux, il les fait, Y il donne compris la les vie. animaux. C'est, c'est vrai. Alors je vais te proposer une troisième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer ce parcours de vie passionnant et foisonnant d'Antoni Gaudi avec Pierre Lunel. À tout de suite. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel qui vient nous parler de Antoni Gaudi à l'occasion de son centenaire. Et ça fait partie de notre collection Nos héros de sagesse racontés par Pierre Lunel. Alors on a déjà vu l'enfance, l'adolescence et la vie d'adulte de Gaudi, son génie qui émerge progressivement. Voilà, et qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les œuvres qu'il a créées. Donc, moi, j'ai évoqué essentiellement la Sagrada Familia, mais Pierre, tu vas nous parler des autres bâtiments, enfin des autres œuvres architecturales qui fascinent les touristes. Mais juste avant, je voudrais revenir sur la Sagrada Familia quand même, parce que c'est quand même... moi, je l'ai découverte l'année dernière. Je n'ai envie que d'y retourner. C'est quand même fabuleux. Il y a des trésors dedans, Écoute, des trésors de couleurs, des trésors. Mais j'en dis quelques mots pour inciter les auditeurs à la découvrir. Il y a ces colonnes qui sont inspirées des arbres de la nature, qui forment une voûte comme si on était dans une forêt. La lumière qui passe de partout, les sculptures de tous les côtés qui sont pleines de vie. Et c'est vrai que c'est nulle part ailleurs on visitera une non. basilique comme celle-là. Elle est unique au monde. Il n'y a pas il y a pas enfin, il y a pas deux sortes de pyramides d'Égypte. Il y en a une. Il n'y a pas deux Taj Mahal. Il y en a un. Eh Ben, oui, il y a une Sagrada Familia. Ben, il n'y en a pas deux. eh oui, Et il n'y en aura pas deux parce que c'est quelque chose d'unique. Voilà, c'est un exemplaire. C'est un unique exemplaire. On n'a pas deux fois ça. On a beaucoup de cathédrales mm, gothiques absolument merveilleuses, des églises romanes à oui, foison qui sont très émouvantes. La mais Sagrada Familia, quand le pape Benoît XVI est venu la consacrer, du vivant de son pontificat, il a dit c'est un hymne au divin, c'est un hymne à Dieu. Oui, oui, c'est un hymne à Dieu. On peut dire que il est un théologien de la pierre, Gaudi, quoi, oui, quelque oui. part. Voilà. Et il y a consacré Pierre, il y a consacré toute sa vie. Une fois qu'il a pris le Oui relais, et non, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses en dehors de la Sagrada Familia. Il y revenait sans cesse. C'est surtout vers la fin de sa vie il refuse à partir de 1910 toutes les commandes privées.
Oui. pour se consacrer jusqu'à sa mort à la Sagrada Familia. Ah oui. C'est-à-dire qu'il meurt en 1926. Pendant 15 ans, il n'est plus que sur le chantier de la Ah oui. Sagrada Familia. D'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Mais avant, il acceptait beaucoup de commandes Oui. parce qu'on le lui demandait, parce qu'également, cet homme qui, franchement, n'aimait pas l'argent, il a toujours vécu pauvre, pour bâtir la Sagrada Familia, bien sûr, il y avait des dons, il y avait des fondations, associations, etc., mais ça manquait toujours d'argent. Et par conséquent, tout ce qu'il avait gagné, tout ce qu'il gagnait, était englouti là-dedans. Il avait jamais un sou vaillant. D'ailleurs, il ne s'en occupait pas. Tant que son père a vécu, eh bien, c'était le papa qui tenait les cordons de la bourse. Anthony n'avait jamais un sou en poche, même pas à 50 ans. Il ne savait pas ce que c'était. Et il avait d'ailleurs une connaissance des prix égale à zéro. Donc, c'est assez étrange de voir Gaudi aux prises avec je dirais, les mécènes qui lui commandent des œuvres. Et puis ensuite, Gaudi dans la Sagrada, et là, il est seul face à Dieu. Il n'y a plus de mécènes là. Là, il n'y a plus de commanditaires. Là, il n'y a plus vraiment de milliardaires qui lui commandent de faire une église. Non, là, il est seul face au divin. Tandis qu'avant, avec, alors, pour une bonne raison, avec Gouey, parce qu'avec Gouey, ça s'est toujours très bien passé, et puis avec d'autres où ça s'est beaucoup plus mal passé, eh ben, il a accepté des commandes. Et nous avons le Palais Gouey, qui est un bijou, un chef-d'œuvre absolu. Là, mais là, ça se passait vraiment très bien. Pour moi, c'est le sommet, le Palais Gouey avec la Sagrada. Et puis, elle a très visité aujourd'hui par les touristes du monde entier. Il y a là, sur le Passage de Gracia, les Champs-Élysées de Barcelone, il y a la Casa Batlló, qui lui avait été commandée par un très riche Indian qui s'appelait Joseph Batlló. Et il y avait plus loin ce qu'on appelle la Pedrera, qu'on appelle aussi la Casa Mila, qui a été commandée par un seigneur Mila, un Pere Mila, lui aussi un milliardaire de l'époque. Et autant avec Gouey, pour le palais de la musique, ça se passait vraiment très bien, sauf avec Madame Gouey, parce que Madame Gouey, elle comprenait pas très bien la lenteur de la construction du palais. Et alors à la fin, Gaudi lui dira, mais Madame, vous m'avez donné un tout petit terrain, je vous ai bâti un palais. L'air de dire, vous réclamez quoi? Alors que avec la Casa Batlló, qui est une sorte d'hôtel particulier torsadé, avec tout en mouvance que Salvador Dali adorait, il a eu les pires relations avec les Batlló qui le trouvaient inhabitable. Alors, ils lui ont fait même un procès, que d'ailleurs Gaudi a gagné. Et avec la Casa Mila, ça a été pareil, parce que Madame Mila, qui n'avait aucun goût artistique, a trouvé qu'il y avait trop de statues de la Vierge et des saints dans le grand porche d'entrée de ce qu'on appelle la Pedrera. Et tout simplement, elle avait la trouille que les anti-chrétiens, les gens qui bouffaient du curé, les laïcs, ne viennent embêter son mari. Alors elle a voulu faire enlever les statues dont Gaudi avait orné la façade. Eh bien, il y a eu un procès que là aussi Gaudi a gagné. Mais enfin, tout ça l'a beaucoup fatigué. Tous ces procès, ces mésententes, ces désaccords, tout ça vraiment l'épuisait. C'est la raison pour laquelle il a voulu, à la fin de sa vie, se consacrer entièrement à la Sagrada Familia, parce que là, ça rencontrait son âme profonde, ça rencontrait sa foi. C'était vraiment lui, sa prière qu'il faisait au divin au fil des années, en cherchant l'argent inlassablement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il est devenu un moine laïque. À la fin, quand son papa est mort et quand sa nièce également est décédée, il n'a plus vécu au parc Güell, dans la maison du gardien qui était sa demeure à lui. Et il avait voulu se faire installer un lit à une place là,
dans la Sagrada Familia, dans son bureau de la Sagrada Familia, au milieu des plans, des papiers. Et puis il se nourrissait de rien, d'une feuille de salade, d'un morceau de tomate, d'un quignon de pain. Il s'habillait n'importe comment. Euh, il avait une hygiène stricte, il se douchait tous les matins et généralement il prenait toujours jusqu'à la fin de sa vie des bains de mer à l'eau froide, comme son Comme père. son père, oui. Il buvait un verre de lait et puis il partait le petit matin à la première messe. Il allait à Saint-Philippe-Néri, dans le vieux Barcelone, dans ce qu'on appelle le quartier gothique. Et puis il revenait à la Sagrada Familia et le soir de nouveau, à 5 heures, il repartait à pied, toujours à pied à Saint-Philippe-Néri pour la messe du soir et la confession. Et c'est d'ailleurs dans ces circonstances, un matin, en marchant, que traversant une grande avenue, il s'est fait renverser par un tramway qui ne l'avait pas vu passer et lui-même était perdu dans ses pensées. Et on relève ce vieil homme ensanglanté de la tête. Personne ne le reconnaît, il a des vêtements très usagés, il n'a toujours pas de chaussettes dans les souliers, Oui. selon sa vieille habitude l'adolescence, et puis il n'a pas de papier sur lui. Et sa veste, il y avait des trous dans sa veste, et les trous étaient bouchés, étaient masqués par des épingles à nourrice. Alors on a voulu arrêter un taxi qui passait par là pour l'amener à l'hôpital. Le taxi, comme il saignait de la tête, n'a pas voulu le prendre parce qu'il avait des sièges en cuir et il avait peur que le sang de Gaudi ne tache les sièges. Alors, comme on ne savait pas qui c'était, on l'a amené à l'hôpital Santa Creu, l'hôpital des pauvres, l'hospice, comme on dit. Et il n'est pas mort tout de suite. Il a été renversé le 7 juin 1926 et ses assistants de la Sagrada l'ont cherché partout où il n'y avait pas à l'époque le téléphone et tout ça. Donc quand on cherchait quelqu'un qui était perdu, on y allait à pied. Et ils ont fini par tomber de fil en aiguille sur Gaudi dans son lit à l'hospice de Santa Creu. C'était 2 jours plus tard. Et là, ils ont dit à tout le monde, mais il s'agit d'Antoni Gaudi, il faut absolument qu'on le transporte dans une clinique de UP, dans une clinique avec des grands médecins. Et c'est là où il a dit non, 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 laissez-moi, je veux mourir avec les pauvres et au milieu des pauvres gens. Et il est mort le lendemain matin. Et on n'avait pas de costume, il n'avait pas de costume neuf pour l'habiller sur son lit mortuaire. Alors on a demandé une exemption à l'évêque de Barcelone pour qu'on puisse le revêtir d'une bure franciscaine. Et c'est ainsi revêtu de la bure franciscaine qu'on l'a mis dans le cercueil. Et à ce moment-là, c'est tout Barcelone qui a suivi le cortège. Tout Barcelone est le Barcelone populaire, pas forcément le Barcelone des riches, mais le Barcelone des ouvriers, le Barcelone des artisans, le Barcelone, ce qu'on appelle le petit peuple, qui adorait Gaudi. Et ils l'ont suivi jusqu'à la crypte de la Sagrada Familia, comme quelques décennies avant, 40 ans avant, le peuple de Paris avait accompagné la dépouille de Victor Hugo jusqu'au Père-Lachaise. Voilà. Voilà comment tout ça a fini. Ah oui. Et fini, et peut-être, c'était pour le départ, point de départ d'une, ben, j'allais dire, d'une reconnaissance après qui s'est faite, hein. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, c'est-à-dire que la gloire de Gaudi, elle est postérieure et elle s'est faite d'une manière échelonnée jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il y a de saisissant dans la vie de cet homme, c'est pas du tout un doloriste. Il faut pas imaginer que parce qu'il vivait chichement, que il mangeait peu, s'habillait mal, etc., que c'était pour de la contrition ou du dolorisme ou qu'il aimait souffrir. Non, pas du tout. C'était sa nature.
sa nature profonde. Il était dans l'humilité, dans la simplicité, dans la pauvreté. Quand on lui faisait l'observation, mais pourquoi vous êtes si pauvre? Ben, il disait, je suis si pauvre. Croyez-vous que Jésus se vêtait richement et mangeait des ortolans? Non, il vivait une vie de l'humilité, de la simplicité. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Il a toujours refusé les interviews des journalistes nombreux qui, sur la fin de sa vie, voulaient lui demander alors, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, cette sagrade affaire. Non, il ne voulait pas qu'on parle de lui. Pour lui, il n'était qu'un artisan, il n'était qu'un ouvrier au service du Ouais. bon Dieu. Il était au C'est tout service. ce qu'il Ouais, était. ouais. Au Et service. donc, cette vie héroïque, cette vie entièrement donnée, c'est vrai que ce sont ce que l'on appelle des vertus héroïques qui rentrent dans les dossiers de béatification pour fabriquer Eh un oui, saint. eh oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, un jour de 1992, un curé en chair à Reus, la ville où il était né, un curé en chair a dit, mais je ne comprends pas comment on n'a pas encore béatifié Gaudi. Et à partir de là, ce curé est allé voir un architecte. Et cet architecte s'est emparé du dossier. Il était amoureux de l'œuvre de Gaudi, il s'est emparé du dossier, mais tant que c'était le pouvoir laïque et l'association laïque qui portait le dossier n'avançait pas beaucoup. D'autant plus que Gaudi écrivait très peu, donc on n'a pas beaucoup d'écrits de lui. Et comme il répondait pas non plus aux journalistes, on n'avait pas beaucoup de confidences qui pouvaient permettre de rentrer dans le vécu au quotidien du génie. Et un jour, l'Église a repris le dossier, c'était en 2004. En 1994, pardon. Et à partir de là, le dossier a grossi, a grossi. Et lorsque, en 1921, le cardinal Omeya, le cardinal Juan José Omeya de Barcelone, a repris le dossier en main et l'a amené au Vatican, c'est là où il y a eu une accélération, et ce qui a permis donc au pape François, quelques jours avant sa mort, de faire d'Antoni Gaudi un vénérable, et en attendant, ce que je pense quasi inéluctable, une béatification. Eh bien, merci Pierre. C'était un magnifique reportage, on va dire une magnifique histoire racontée par toi, une histoire vraie de ce héros de sagesse qui est Antoni Gaudi, le célèbre architecte qui a rendu la Sagrada Familia aussi attrayante, aussi belle, ainsi que d'autres monuments dont tu nous as parlé. Voilà, je rappelle que tu as écrit aussi le roman de Barcelone, dans lequel tu racontes un peu tous les rois maudits, les aventuriers, les génies, parce qu'il n'y a pas que Antoni Gaudi, il y en a d'autres. C'est une ville riche d'histoires à découvrir. Donc voilà, tu l'as écrit aux éditions du Rocher, avec une magnifique couverture, comme je te le confiais hors antenne, qui inspirait d'ailleurs je pense, de Gaudi, avec ses belles lumières. Et donc, ça donne envie de le lire et de le découvrir. Voilà. Merci Myriam. Et merci Pierre. Et merci à tous les auditeurs. Oui. Et puis, on vous donne rendez-vous probablement le mois prochain pour un autre héros de sagesse à découvrir. Voilà, ça sera la surprise cette fois-ci. Voilà. Et quant à... J'ai une petite idée. Ah, bon. Eh bien alors, tu m'en parleras. Et puis, absolument. Je laisse les auditeurs le découvrir après. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous!